Alors, je vais rapidement reformuler, mais très synthétiquement, ce qu'on a pu acquérir la dernière fois. J'ai essayé de vous dire que la pensée occidentale avait essentialisé le temps et avait, d'une certaine façon, personnifié le temps. L'avait conçu comme un être qui a une toute-puissance à laquelle nous serions inexorablement soumis. Et j'avais suggéré, avec ma référence coutumière à François Julien, qu'il serait peut-être plus opportun d'accepter ce qu'il appelle les transformations silencieuses et d'essayer de s'accorder opportunément au devenir, au flux. Moins fantasmer aussi sur le caractère décisif de nos pouvoirs décisionnels, peut-être. C'est très lié. Disons, retrouver la durée simple qui nous nourrit. Le problème, c'est que cela semble aujourd'hui difficile. Ça n'a peut-être jamais été possible, mais je crois que c'est encore plus délicat aujourd'hui. Mais on peut quand même essayer d'y réfléchir, notamment à cause de l'organisation du travail et de la société qui ordonne le temps dans des séquences imposées auxquelles nous sommes enjoints de nous soumettre entre la production, ce que j'appellerais le temps de la production, et le temps de la consommation. Donc comme j'avais fait une opposition entre le temps de la production et le temps libre, vous allez peut-être trouver que c'est un peu réducteur, mais je ramène le temps libre, vous l'avez compris, essentiellement un temps de la consommation. D'ailleurs, la semaine dernière, il y avait cette histoire de Black Friday. Cette semaine, c'est cyber, je sais pas quoi. Ça suit son cours. Et puis après, c'est Noël. Hein. Donc on est dans une période où vraiment on peut comprendre très bien le sens de mon propos. Alors cette seconde remarque sur le temps un peu saucissonné, séquencé, amène peut-être à une nécessité de penser le lien social, de repenser le lien social, de penser à partir des difficultés du lien social. Donc mon propos va être un petit peu social et politique, vous allez vous en rendre compte. Mais comme je ne veux pas perdre de vue le sens du sujet que nous avons posé, je reviendrai à cette question dont j'avais dit qu'elle était finalement la seule qui animait cette discussion. Cette question, que faisons-nous de nos existences, c'est-à-dire de la seule chose qui nous appartienne, et quelle place accordons-nous à ce que Gide appelait les nourritures spirituelles ? Parce que finalement, c'est la seule chose dont j'ai à vous parler. Mais je suis obligé encore de passer par pas mal de détours, parce que notre temps pourrait bien être un des temps les moins spirituels qui soient. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur ce point. Je réserve vos objections pour la fin de la séance. Et j'avais terminé la fois suivante avec un texte de Nietzsche, avec deux textes de Nietzsche, un extrait d'Aurore et un extrait du Gai Savoir, qui sont des réflexions sur le travail dans la civilisation. Alors, je trouve que ces deux textes sont très visionnaires et je vais vous les relire. Comme je vous le disais l'autre jour, comme à la messe, il est bon de se nourrir de lecture. Alors, le premier texte, c'est un texte qui est centré sur cette idée qu'à la fin du XIXe siècle, on entre dans une période de glorification du travail. Je vous dirai d'ailleurs très rapidement que s'il y a un point commun entre ce qu'on appelle le capitalisme, qui est le développement de l'industrie, de l'ère industrielle, et le marxisme qui en a contesté le sens et qui a d'ailleurs fait de belles analyses pour réfléchir
réfléchir à l'aliénation des hommes, par exemple. S'il y a un point commun entre les deux, c'est qu'ils sont axés sur la sphère de la production. Bien sûr, des formes de production absolument différentes, mais le travail, la production sont au cœur de ces deux pensées antithétiques. Et donc, à mon avis, il faut essayer de les surmonter toutes les deux, ce qui va être difficile aujourd'hui, puisque nous sommes entrés dans une ère qui est néolibérale, et qui est une sorte d'hyperbole, c'est comme ça qu'on dit, je crois, ouais, d'hyperbole du capitalisme. Alors, je vais vous lire les textes de Nietzsche, parce que je trouve qu'il avait une lucidité absolument remarquable. Dans la glorification du travail, dans les infatigables discours sur la bénédiction du travail, je vois la même arrière-pensée que dans les louanges des actes impersonnels et d'un intérêt général, à savoir la peur de tout ce qui est individuel. On se rend maintenant très bien compte, à l'aspect du travail, c'est-à-dire de ce dur labeur du matin au soir, que c'est là la meilleure police, qu'elle tient chacun en bride et qu'elle s'entend vigoureusement à entraver le développement de la raison, des désirs, du goût de l'indépendance. Car le travail use la force nerveuse dans des proportions extraordinaires. Il retire cette force à la réflexion, à la méditation, au rêve, au souci, à l'amour et à la haine. Il place toujours devant les yeux un but mesquin et accorde des satisfactions faciles et régulières. Ainsi, une société où l'on travaille sans cesse, durement, jouira d'une plus grande sécurité. Et c'est la sécurité que l'on adore maintenant comme divinité suprême. Bon, il y a déjà une tension dans ce texte entre le social et l'individuel. Le présupposé de Nietzsche, c'est qu'il faudrait apprécier l'individuel et qu'au contraire, l'individuel est broyé dans une visée sociale qui nous accroche à des buts mesquins. Bon, on travaille pour gagner sa vie, pour avoir des petites satisfactions qui reviennent régulièrement, et puis pour être en sécurité, sécurité individuelle grâce au salaire, et sécurité collective, parce que quand les gens travaillent, ils ne font pas de conneries. Donc, première idée, la réappréciation de l'individuel par rapport au social pour Nietzsche. La nécessaire réappréciation. Et le texte suivant, donc l'extrait du Gai Savoir, un des plus beaux livres de Nietzsche, précise justement comment peut-être l'individuel peut être résistant par rapport à cette idée de travail. Avec quelle valeur, j'ose ce mot, mais on le précisera tout à l'heure. Avec quelle valeur il peut essayer de résister à cette civilisation de fabrique de fourmis. Dans les pays de la civilisation, presque tous les hommes se ressemblent maintenant en ceci, qu'ils cherchent du travail à cause du salaire. Pour eux, tout le travail est un moyen et non le but suprême. C'est pourquoi ils mettent peu de finesse au choix du travail, pourvu qu'il procure un gain abondant. Or, il est des natures plus rares qui aiment mieux périr que travailler sans joie. Ces hommes sont minutieux et difficiles à satisfaire. Ils ne se contentent pas d'un gain abondant lorsque le travail n'est pas lui-même le gain de tous les gains. De cette espèce d'hommes rares font partie les artistes et les contemplatifs de toute espèce, mais aussi ces oisifs qui passent leur vie à la chasse, ou bien aux intrigues d'amour et aux aventures. Tout cela cherche le travail et la peine lorsqu'ils sont mêlés de plaisir, et le travail le plus difficile et le plus dur si cela est nécessaire, mais autrement, ils sont d'une paresse décidée, quand même cette paresse devrait entraîner l'appauvrissement, le déshonneur, les dangers pour la santé et pour la vie. Ils ne craignent pas autant l'ennui que le travail sans plaisir.
Il leur faut même beaucoup d'ennuis pour que leur travail puisse leur réussir. Pour le penseur et pour l'esprit inventif, l'ennui est ce calme plat de l'âme qui précède la course heureuse et les vents joyeux. Il leur faut le supporter, en attendre l'effet appareux. C'est cela précisément que les natures moindres n'arrivent absolument pas à obtenir d'elles-mêmes. Chasser l'ennui de n'importe quelle façon, cela est vulgaire, tout comme le travail sans plaisir est vulgaire. Bon, on pourra dire qu'on a une vision un peu aristocratique des choses. On pourra dire que Nietzsche, qui a vécu sans travailler, pouvait se permettre de vivre sans travailler. Alors pour ceux qui connaîtraient un peu sa biographie, c'est quand même au prix d'une vie très humble, très austère. Il avait effectivement, je pense, une petite pension par sa famille, mais il ne pouvait pas travailler. Il avait des problèmes de santé qui l'en empêchaient. Et puis il avait eu des soucis avec l'université quand il était jeune et brillant professeur à cause de ses théories sur la Grèce antique qui n'étaient pas orthodoxes à l'université. Bon, donc il avait deux motivations pour cesser de travailler très jeune, sa santé d'abord, et puis cette tension avec l'université. Alors il a vécu en se baladant sur la côte d'Azur, en Italie, notamment. On peut dire que c'était donc une chance pour lui, mais il faut bien comprendre qu'il vivait de 2-3 sous. On ne pourrait plus faire ça aujourd'hui parce qu'on n'arriverait pas à trouver ces petites auberges, vous savez, où on peut prendre le repas le soir, le souper, c'est comme ça qu'on dit, et puis où on a le lit, quoi, mais c'est tout. Et donc il a vécu une vie aussi solitaire et uniquement concentrée sur son œuvre. Donc il sait de quoi il parle. Alors il a toujours une expression des choses qui est très aristocratique. Il n'est pas lui-même aristocrate. Et c'est une aristocratie de l'esprit, ce n'est pas une aristocratie de rang. Alors ce que dit ce texte, c'est que le travail doit être le but et non le moyen. Donc il n'y a pas de dépréciation en soi de la notion de travail, mais plutôt de la conception réductrice que la civilisation en a imposée. Évidemment, on a bien compris que en faisant courir les gens après les satisfactions faciles, en utilisant leur intérêt, leur propension à prendre des petits plaisirs réguliers, en leur donnant la sécurité, on assurait une vie médiocre, mais une vie, je dirais, sans trop de tracasseries. Or, la vie de l'esprit semble avoir d'autres exigences pour Nietzsche. Par exemple, s'ennuyer. Voilà, très étonnant, on a une apologie de l'ennui, voire une apologie de la paresse. Ce ne sont pas des valeurs, ça pour le coup, qui sont très prisées aujourd'hui. Or, ce que dit Nietzsche, c'est que nous avons besoin de ces temps d'ennui. Oui, d'ennui, c'est-à-dire ces temps, on peut analyser ça avec les textes de Pascal que vous avez lus la semaine dernière aussi, ces temps où l'homme contemple sa condition. C'est pas toujours agréable, parce que ça nous met en face de certaines réalités. Nous sommes mortels, et en plus, dans l'ennui, le temps est un temps où on ne produit rien. C'est formidable, ça. C'est pour ça que, si je peux m'autoriser un petit conseil, il faut s'ennuyer régulièrement. C'est absolument nécessaire. Il faut mettre de temps en temps de côté l'agenda que je vous ai exhibé l'autre jour, arrêter de le noircir et prendre un peu le temps de vous ennuyer. Pourquoi ? Parce que ça vous permet de prendre du recul et de réfléchir à ce que vous désirez vraiment, à ce que vous voulez vraiment. Il faut être paresseux régulièrement. C'est une manière de résister à l'impératif de produire. Et pour Nietzsche, c'est le préalable à la créativité.
je ne sais pas s'il est possible d'être vraiment créatif si on ne sait pas s'ennuyer, par exemple. Si on n'a pas un goût assez marqué pour la paresse. Même si d'ailleurs, pour ceux pour lesquels le travail est la fin elle-même et non le moyen, ils sont capables d'être effectivement très courageux aussi. C'est-à-dire d'entrer totalement dans l'œuvre qu'ils conçoivent. Donc c'est une philosophie pour artistes, vous allez me dire. Et la vision du travail, c'est presque une vision esthétique, artistique. En tout cas, ce que je vous demande de retenir, c'est que ici, on a une opposition entre une dimension passive et paradoxalement activiste. C'est très étrange de mettre les deux mots en même temps, ensemble. Hein. Ça paraît paradoxal. Passive, activiste. Ben oui, parce qu'on est passif dans la mesure où on ne fait plus de choix dans sa vie, elle roule. Métro, boulot, dodo, comme on disait dans les années 70. Parce que finalement, c'est un peu ça. Et puis, une dimension, donc c'est passif, mais c'est activiste parce que justement, on n'a pas de temps mort. On ne perd pas son temps. On le tue. Enfin. Donc, d'un côté, cette dimension, et de l'autre côté, une dimension créatrice. Alors, peut-être un peu esthétisante, un peu aristocratique. Hein, on va dire, c'est pas tout un chacun qui va s'adonner à la contemplation, à l'art, qui va apprécier de s'ennuyer, de paresser. D'ailleurs, il met de la légèreté dans son texte parce qu'il parle des oisifs qui passent leur vie à la chasse, aux intrigues d'amour. Bon, c'est amusant aussi, il y a de l'ironie dans ce passage. Nietzsche n'était pas chasseur et les intrigues d'amour, il ne connaissait pas tellement. Donc, c'est pas. Mais c'est une façon de dire qu'on peut avoir une vision à la fois plus légère et plus profonde de l'existence que cette morne et laborieuse vie quotidienne. Quand les élèves me disent, ils opposent souvent la vie quotidienne à la vie, je ne sais pas laquelle. Je leur dis, il n'y a que la vie quotidienne. J'en suis pas sûr d'ailleurs. Je suis bien obligé de leur dire ça parce qu'ils n'ont rien à lui opposer à cette vie quotidienne. Si, celle du prof de philo qui a l'air bizarre. Peut-être. Alors ça, c'était pour l'état d'esprit, si vous voulez. Je vais me rapprocher progressivement de nos questions contemporaines, en rappelant un certain nombre de choses. Je dirais que dans les années 60-70, 1960-1970, il y a eu l'explosion d'un individualiste hédoniste. Jouir sans entrave. Ça pouvait paraître une ouverture intéressante. Elle a eu d'étranges effets pervers et elle a subi une étrange mutation libérale. Après les chocs pétroliers des années... Je ne suis pas un historien, mais j'existais à cette époque, donc je me souviens vaguement. Les années 73, je crois, 66. Bon, 14, merci. Merci. Wow, on n'est pas une année près. Merci. Oui, la crise qui a suivi, ça y est, on s'est mis à parler de crise à ce moment-là. Alors je me souviens les profs qui disaient « Ah, vous allez être chômeurs ». Alors il y avait les 68ards qui nous disaient allez, révoltez-vous, il faut tout casser. Et puis de temps à autre, ils disaient « Oui, mais de toute façon, vous allez être chômeurs ». Ça tombe bien, on ne voulait rien foutre. Mais on s'est trouvé pris dans une injonction contradictoire qui, je crois que je vous le disais l'autre jour, qui a fait que la plupart des gens de mon âge sont devenus des drogués ou des alcooliques. Mais c'est vrai, c'est vrai, hein, c'est terrible ça. La crise, la promesse du chômage de masse. Et puis, tout d'un coup, on a vu émerger une solution, semble-t-il. Avec les années 80, l'apparition d'un personnage haut en couleur, bon, il va très, très mal en ce moment, mais Bernard Tapie, l'idéologie qu'on appelle d'un vilain gros mot entrepreneurial. J'ai du mal à le dire, mais j'ai réussi.
Et puis on a commencé à parler de la flexibilité aussi, vous savez. La flexibilité. Ça, c'est... Je ne sais pas si vous vous sentez flexible, mais c'est... Alors depuis, l'injonction est la suivante, et il y a d'ailleurs un ouvrage que je n'ai pas encore eu le temps de lire qui doit être intéressant sur cette question. L'injonction, c'est il faut s'adapter. Être flexible, ça veut dire s'adapter. Il faut s'adapter. Alors il faut s'adapter, il faut s'adapter. C'est un livre de Barbara Stiegler, s'il y en a qui l'ont lu, ils pourront apporter des précisions. Et progressivement, il faut s'adapter, mais il faut s'adapter à quoi? On va essayer d'y réfléchir. Le libéralisme, je dirais, c'est ensauvagé. Je ne sais pas si le terme est français ou si c'est un néologisme, mais on est allé d'un libéralisme vers ce qu'on appelle aujourd'hui, ça c'est vraiment le délire depuis les années 2000, le néolibéralisme, et on a le plus grand mal à sortir de ce paradigme, ou à prendre même un peu de recul par rapport à lui. Alors le projet technologique, qui nous vient de la fin du XIXe siècle, qui avait un sens normalement émancipateur, libérer l'homme du labeur difficile, libérer l'homme du travail contraignant, est devenu, ce projet technologique est devenu une sorte de fatalité au cœur du marché. Parce qu'on a compris aussi que c'était la plus grande source de production et de consommation. Et donc il a finalement contribué à diminuer quantitativement le travail humain. Il y a moins de travail, c'est une évidence. Le travail ne cesse de diminuer. Et à accepter une nouvelle dichotomie qui est assez rude, je trouve. Les exclus du travail, les emplois précaires, les chômeurs, d'un côté. Ceux qui s'adaptent à toutes les mutations parce qu'ils sont compétents, spécialisés, hautement qualifiés et très flexibles, de l'autre côté, à qui on va demander beaucoup. Alors au milieu, il y a encore une frange de gens qui occupent des postes, c'est-à-dire qui ont quelque chose d'occupationnel, mais c'est en passe d'être... c'est une catégorie qui est en voie de diminution parce qu'on est passé d'une vision qui restait social-démocrate, j'y reviendrai tout à l'heure, à une vision franchement néolibérale, et il n'y aura plus de place pour cette classe intermédiaire. Des gens pour lesquels le travail n'est pas une passion, n'était pas passionnant, mais ils occupaient un poste, si vous voulez. Ces fameux fonctionnaires tant décriés, et dont on s'arrange pour les éjecter et progressivement pour n'avoir plus que la frange de ceux qui contribuent parce qu'ils sont suffisamment compétents relativement aux technosciences et à l'économie, qui contribuent à la production et à la consommation, et puis de l'autre côté, ceux qui sont exclus. Il y a quand même, j'ai entendu l'autre jour, ce qui est absolument effrayant, 9 millions de gens qui vivent en France en dessous du seuil de pauvreté. En revanche, les petits ingénieurs que j'ai en terminale S, les futurs petits ingénieurs, eux, on va les broyer au travail. On va leur dire il faut bosser, idéologie de l'entreprise. Et puis quand ils auront 45 ans, on les mettra dans un placard parce qu'ils reviennent trop cher en charge. Et donc on les mettra plutôt sur une voie de garage. Disons qu'ils vont avoir quelques années où ils vont galérer pour trouver leur premier emploi parce qu'on préfère avoir des gens qui ont déjà de l'expérience, comme s'il était possible d'avoir de l'expérience avant d'avoir de l'expérience. Et puis ensuite, il y aura toute une période où on va les presser, la pression, la pressurisation. Et là, on va leur dire pas de vie de famille, l'entreprise c'est la seule religion, etc., etc. Et puis, ils se font éjecter vers les 40-50 ans dans un placard. Je sais pas, je caricature peut-être. Vous avez le droit de me dire que je caricature. Vous aurez le droit de me le dire. Mais je pense que je vais essayer de poser des problèmes. Hein, et donc, on n'évite pas certaines outrances. Mais c'est un fait. Et là, ça me semble difficile à contredire. C'est que l'histoire du travail humain, c'est l'histoire de la diminution du travail humain. Si on regarde depuis la fin du XIXe siècle, heureusement que le travail humain a diminué.
Bon, tout le monde a lu Zola. C'est pas la peine. Heureusement que les conditions de travail ne sont plus aussi épouvantables, mais heureusement que le travail a régulièrement diminué. Et par exemple, les 35 heures qui ont fait tant causer à l'époque, pourquoi ça a mal passé? Parce qu'on est passé de 39 à 35 d'un seul coup. Il aurait fallu des paliers. Mais si elles ont été remises en question justement par l'idéologie libérale, on n'a pas vu de mise en question fondamentale. Il y a toujours plein de personnes qui travaillent beaucoup plus de 35 heures, mais ce sont ceux que je décrivais tout à l'heure. Mais sinon, il n'y a pas de travail pour tout le monde, notamment parce que peut-être on ne le partage pas assez. Bon, ce qui aurait pu être enthousiasmant, disons, cette libération grâce aux technologies, cette libération de ce qui est le plus laborieux pour nous, ne l'est pas. Et je dirais au contraire. Et ça, pour plusieurs raisons. Et je vais vous lire un texte d'Hannah Arendt qui est tiré de La condition de l'homme moderne, un texte qui donc est daté de 1958, c'est-à-dire en pleine période des Trente Glorieuses, où on rêvait au confort, à la consommation, à la réussite individuelle et familiale. Une période assez bénie finalement, parce qu'on était dans l'illusion complète, mais je crois que c'était une période qui prospérait grâce à l'après-guerre et qui permettait de croire qu'il y avait un lien possible entre l'économie, le travail pour tous, le bien-être. On découvrait tous ces trucs ménagers, tous ces appareils qui amélioraient considérablement la vie quotidienne de la ménagère. Et le discours que j'entendais, moi j'en ai le souvenir quand j'étais gamin, alors là c'est plus ça quelques années après, comme disons dans les années 60, dans la décennie des années 60, c'était le travail c'est important, tout le monde va avoir du travail, tout le monde a du travail, et puis le travail c'est le moyen de se réaliser, c'est le moyen d'avoir une vie confortable, une vie familiale confortable. C'était le modèle de la génération, grosso modo, de mes parents. Et j'ai régulièrement entendu mon père dire l'essentiel c'est le travail. Le plus important c'est le travail. Alors quand je suis devenu adolescent, je ne partageais plus tout à fait cette conviction. Mais, alors je vais vous lire le texte d'Hannah Arendt parce que justement je l'ai contextualisé pour vous montrer combien il me semble qu'elle est lucide et qu'elle est visionnaire. Elle aussi. C'est l'avènement de l'automatisation qui, en quelques décennies, probablement, videra les usines et libérera l'humanité de son fardeau le plus ancien et le plus naturel, le fardeau du travail, l'asservissement à la nécessité. C'est une société de travailleurs que l'on va délivrer des chaînes du travail. Et cette société ne sait plus rien des activités plus hautes et plus enrichissantes pour lesquelles il vaudrait la peine de gagner cette liberté. Dans cette société qui est égalitaire, car c'est ainsi que le travail fait vivre ensemble les hommes, il ne reste plus de classe, plus d'aristocratie politique ou spirituelle qui puisse provoquer une restauration des autres facultés de l'homme. Même les présidents, les rois, les premiers ministres voient dans leurs fonctions des emplois nécessaires à la vie de la société. Et parmi les intellectuels, il ne reste que quelques solitaires pour considérer ce qu'ils font comme des œuvres et non comme des moyens de gagner leur vie. Ce que nous avons devant nous, c'est la perspective d'une société de travailleurs sans travail, c'est-à-dire privés de la seule activité qui leur reste. On ne peut rien imaginer de pire. Là, je trouve qu'elle met l'accent sur quelque chose de décisif. Il y a un nœud, et c'est très justement formulé. On essentialise l'homme, on essentialise le travail et on essentialise l'homme par le travail, si vous voulez. Et en même temps, l'inexorable diminution du travail ne peut pas être assumée parce qu'on n'a absolument pas pensé
l'existence autrement qu'à travers cette essence. Ce qui effectivement pouvait être une libération devient la pire des situations. Alors effectivement, c'est renforcé par, je pense, par le noyau de nos existences quand même qui est lié à la consommation. Et j'ajouterais que, je ne veux pas faire le procès de l'école parce qu'elle n'a pas que ses mauvais côtés, mais on a quand même fabriqué... alors, je ne pense pas que ce soit seulement l'école, c'est l'interaction de la société dans l'école. On a voulu faire rentrer la société dans l'école, enfin il y a tout un tas de choses comme ça. Mais on procède depuis plusieurs décennies à des réformes, souvent animées d'un souci pragmatique et d'un souci idéologique égalitaire, mais qui, finalement, insistent sur la réussite sans préciser la nature de ce que c'est que cette réussite. Là, en décembre, mes chers collègues, comme ils disent dans l'éducation nationale, vous me le confirmez, on va bientôt attaquer Parcoursup. Il faut voir les valeurs que ça draine, ça, Parcoursup. Les élèves sont très angoissés. Les médias en parlent. Ils mettent une sorte de compte à rebours, vous savez. Jour J moins, jour J moins. Attention, il y en a dans les journaux, des pages, Parcoursup. Comme si c'était un monstre. Bon, et ça, moi, je compatis vis-à-vis de mes élèves. Je veux dire que c'est pas possible de subir une telle pression, comme ils disent. À la maison, on leur dit, il faut penser à Parcoursup, il faut penser au bac. Le bac, on l'a tous passé, on l'a souvent passé, on l'a passé, on l'a passé, quoi, le bac. Là, maintenant, on va avoir 120% de bacheliers l'année prochaine. Alors, bon, il faut être sérieux, quoi. Les résultats du bac, ça va... Vadim, les résultats du bac. Quand on est tous deux aux résultats du bac, je suis de plus en plus effondré, il le sait. Il partage mon effondrement. On ouvre la porte d'un seul coup, on ouvre la porte. Hein. Et il y a une meute qui entre, se précipiter sur les tableaux, et tout d'un coup, une explosion de cris hystériques, comme si la vie entière se dénouait enfin. J'ai mon bac. Alors que c'était prévisible, vu les objectifs de 120%, et puis que maintenant c'est là que les emmerdements commencent, enfin il faudrait leur dire aussi. Bon. Je referme la parenthèse, c'est une question de réflexion sur nos valeurs. Bon. Et oui, l'école aussi à mettre cette pression, à maintenir tout ça, à dire il faut réussir, mais il faut réussir comment ? Il faut réussir vos évaluations, il faut être évalué. Ah oui, on évalue. Mais on évalue quoi ? La capacité à recracher un truc appris par cœur toute l'année. Ouais. Alors ce que dit Hannah Arendt, je redeviens sérieux, excusez-moi. Mais on est bien obligé de ne pas l'être tout le temps, sinon. C'est qu'effectivement, ce qui avait été certainement intuitivement très bien compris par tous les idéologues du travail, c'est que le travail et le lien social, c'est parfait. C'est parfait. Comment lier les hommes ? En faisant des producteurs associés, enfin en faisant ils partagent des soucis, ils partagent tout un tas de choses, ça les lie bien, et puis comme je le disais tout à l'heure, ça les empêche de faire des conneries dans la rue. Et puis ça sublime leur énergie, enfin bon, il y a tout un tas d'intérêts pour la société à ce que nous travaillions tous gentiment laborieux. Mais et puis c'est égalitaire, effectivement.
Parce que, et ça, c'est l'entrée dans la modernité, hein, l'effondrement des hiérarchies anciennes qui n'étaient pas souhaitables, hein, je ne suis pas en train de le déplorer, mais l'effondrement des hiérarchies anciennes qui reposaient sur le théologico-politique, ça s'est effondré, hein, il y avait une structure pyramidale. Comment faire tenir tous les égaux, disons, à partir du XVIIIe siècle? Ben, en travaillant, en produisant. C'est-à-dire en produisant les biens communs, et c'est le développement de l'industrie. Le travail n'a certainement pas été créé pour favoriser le lien social, mais c'est comme ça qu'on a réalisé le lien social quand on n'a plus la religion pour subsumer tout ça, et pour les faire tenir ensemble. Mais alors, le travail, à la fin du XIXe siècle, au XXe siècle, jusqu'à l'automatisation, justement, c'était la mécanisation, et c'était, en soi, c'était très aliénant, hein, c'était quand même relativement pénible. Et l'automatisation, qui est peut-être la deuxième phase, pourrait libérer ce qu'on appelle la pénibilité, enfin disons ce qu'elle appelle le fardeau, l'asservissement à la nécessité, pourrait donc permettre de libérer du temps, parce que c'est bien de cela dont il est question. Le problème, c'est que comme nous avons été définis comme des travailleurs, on ne voit pas ce que l'on pourrait faire d'autre que travailler. Et donc, il résulte de ce projet de la civilisation technique une véritable détresse. Et puis, bon, on a finalement considéré que ce qui est l'activité humaine dans son ensemble, c'était le travail salarié. Il y a une sociologue qui a creusé les réflexions d'Hannah Arendt. Elle s'appelle Dominique Méda. Et je trouve qu'elle a écrit des choses intéressantes sur ces questions. Un livre qui date, je pense, de la fin des années 80. Excusez-moi, j'ai toujours un problème avec les dates. Et comme sur mes notes, je ne mets jamais de date. Un ouvrage qui a été pas mal lu, qui s'appelle Dominique Méda, ça vous dit peut-être quelque chose, M-E-D-A. Le travail, une valeur en voie de disparition. Et il doit exister en poche maintenant, il était publié chez Aubier, et il doit exister en poche. Bon, elle prolonge la réflexion d'Hannah Arendt. C'est une femme qui s'est engagée, elle avait été engagée quand Juppé était Premier ministre, pour réfléchir au travail. Alain Juppé, on va dire que c'était une vision social-démocrate, centre droit. Elle s'est retrouvée aux dernières élections présidentielles derrière Benoît Hamon pour justement réfléchir au travail, parce que c'est quand même le seul candidat, je ne fais pas de politique, hein, mais c'est quand même le seul candidat qui a exprimé des choses, à mon avis, relativement pertinentes sur cette question. 6,5%. Le travail, une valeur en voie de disparition. J'aime bien le titre parce que, déjà, il y a le mot « valeur ». Le travail, une valeur. Alors ça, le travail, une valeur. Je crois que je le disais l'autre jour. Les camps de travail insistent sur la valeur travail. Les camps de travail dans les régimes totalitaires, les camps d'extermination. Auschwitz, je l'ai dit l'autre jour, je crois. Le travail, une valeur. Les Khmers rouges, par exemple, aussi. Le travail, une valeur. La famille aussi. La patrie aussi. Vous voyez la référence. C'est une ânerie monumentale. Le travail, c'est un fait, c'est pas une valeur.
dans l'acte de travailler, on peut mettre en œuvre des valeurs. La famille, c'est pas une valeur, regardez. Enfin, je dirais que l'époque contemporaine en est l'illustration. La famille, c'est pas une valeur. Il peut y avoir des valeurs dans la famille. Bien sûr, je l'espère. Mais il y a aussi des choses étonnantes dans les familles. La patrie. Bon, je ne vais pas continuer ma démonstration. Vous avez compris. Alors la question fondamentale pour Hannah Arendt, c'est finalement, parce qu'elle est sociologue quand même initialement, c'est quelle est la nature du lien social, quelles sont les conditions d'une bonne cohésion sociale, de ce qu'on pourrait appeler une bonne société. C'est pas, alors elle ne va pas élaborer une utopie, elle n'a pas de système d'utopie à proposer, mais ce qu'on peut appeler une bonne société, elle va essayer de le définir. Or justement, on est mal barré par rapport à ça. Il y a selon elle un syllogisme contemporain duquel on n'arrive pas à se départir. C'est un syllogisme, il y a deux propositions et il y a une conclusion qu'on dégage des deux prémisses. Première prémisse, nous avons un problème de lien social. Ouais, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que tout l'atteste, tout le révèle. Et quand elle écrivait ça à la fin des années 80, ça n'a fait que s'accroître. Je ne vais pas multiplier les exemples, mais plus on insiste, je crois, sur le vivre ensemble, vous savez, cette thématique un peu fourre-tout, et langue de bois qu'on utilise, plus on insiste sur le vivre ensemble et sur le lien social, moins on vit bien ensemble, me semble-t-il, avec d'autres thématiques qui rejoignent la communication, la consommation, enfin tout ça. Le lien ensemble se résume à des réseaux maintenant, vous savez, le lien social, le vivre ensemble, c'est essentiellement une affaire de réseau. Je ne vais pas faire le sempiternel procès des réseaux sociaux, même si il y aurait beaucoup à dire. Là, quand elle écrit ça, il n'y avait pas encore cette affaire de réseaux sociaux, mais on pouvait déjà constater que le lien social était sérieusement délité. Alors la deuxième prémisse, c'est bien féminin, prémisse. Dites-moi, soudain j'ai un doute. Un prémisse, merci. Alors le second prémisse, si vous êtes sûr, si tu es sûr, je vais l'employer au masculin. Ah mais des fois on a des doutes. Merci. Le second prémisse, le travail est le moyen de créer du lien social. Ah, donc la conclusion qu'on en tire inévitablement, il faut plus de travail, il faut augmenter le travail, comme ça il y aura plus de lien social, ça va aller mieux. Et c'est pour ça que d'ailleurs depuis, je parlais du choc pétrolier, depuis cette époque, je n'ai cessé d'entendre tous ceux qui ont gouverné et qui se sont succédés se faire élire. Ça sera de moins en moins le cas, je pense. Mais se faire élire sur l'idée qu'ils allaient avoir la politique qui permettrait de retrouver du travail pour tout le monde. Et plus on voyait que le travail diminuait, et plus ils continuaient à parler de la croissance comme étant la solution pour le travail et pour la consommation des ménages, pour leur morale aussi des ménages. Alors, là, il suffit de se retourner et d'observer, enfin quand on est un petit peu vieux, et de se dire qu'il y a quand même il y a quelque chose qui est cohérent et malheureusement cohérent. Donc c'est peut-être qu'on se trompe. Enfin, je ne sais pas, si on met 40 ans pour s'en rendre compte. Le moment est peut-être venu où on va s'en rendre compte. Alors, on entend souvent... alors, ce que dit Dominique Méda, c'est qu'on doit se méfier du second prémisse. Alors, c'est bien du féminin. De la seconde prémisse. Tu as rétabli la vérité grâce au téléphone portable. Exactement. Comme quoi les technologies, ça a du bon, hein. Il y a deux acceptations orthographiques. C ou deux S, oui. Merci. Merci Philippe. Les débuts avec un C et les
prémisse logique. Non, mais il y a quelques termes comme ça, je ne sais jamais si c'est le féminin ou le masculin. Et à chaque fois que je les emploie, je demande aux gens devant moi. Et il y en a qui me disent des bêtises et il y en a qui me disent la vérité. Bon. Donc, je vais le redire. La seconde prémisse est, dit Dominique Méda, il faut s'en méfier. Enfin, le travail n'a pas toujours constitué le fondement des sociétés. Ça, c'est du baratin. Alors, on entend souvent dire que le travail serait une donnée anthropologique, hein, et Marx l'a confirmé. Je vous dirai peut-être un petit texte de Marx là-dessus. Une donnée anthropologique, c'est-à-dire que on dit l'homme a toujours travaillé et l'homme, s'il travaille de manière épanouissante, réalise son humanité, en quelque sorte. Le travail est une essence pour l'homme. Et quand on dit ça, on fait comme si le travail avait toujours existé. Alors, c'est là que Dominique Méda a osé quelque chose, et je trouve que c'est un peu osé de le dire de cette façon-là. Ça se discute certainement, mais ça a un intérêt quand même de la suivre un petit peu. Elle a dit, mais le travail, on l'a inventé au XVIIIe siècle. Bon, ça peut paraître bizarre. Alors, elle ne cherche pas à nier le fait que les hommes ont toujours produit leurs conditions d'existence. Comme disent les élèves, de tout temps les hommes ont produit leurs conditions d'existence, très certainement. Mais ils ne percevaient pas ça comme du travail, ils percevaient ça comme la nécessité. C'est pas là qu'ils disaient, tiens, je vais m'épanouir à produire mes conditions d'existence. Ceci pour dire qu'il y a certainement un certain nombre de fantasmes dans notre vision du travail. Des fantasmes et puis aussi des éléments objectifs. Alors, elle restaure d'une manière très synthétique une sorte d'histoire de nos conceptions du travail, avec une première période, disons, qui commence ce qu'elle appelle carrément l'invention du travail. Donc c'est là qu'on peut peut-être discuter. Au XVIIIe siècle. Et j'ai commencé à le dire tout à l'heure, c'est le développement de l'individualisme, hein, des individus égaux. C'est ce qu'on appelle vraiment l'entrée de plein fouet dans la modernité. Je pense que François, tu nous parleras de ça avec Rousseau aussi la semaine prochaine. Et le travail est apparu comme une solution fondamentale, une excellente solution au problème justement du fait de faire tenir les hommes ensemble et maintenir l'ordre social. C'était certainement pas la motivation initiale qui est celle de produire ensemble, mais disons que ça favorise aussi ce qu'on appellera aujourd'hui le vivre ensemble. Parce que, comme je vous le disais, les sociétés avant le XVIIIe siècle étaient très hiérarchisées, et c'était les hiérarchies qui faisaient tenir, avec notamment le rôle de la religion. Alors l'économie et le travail vont être les moyens de la modernité pour faire tenir les individus ensemble. Et l'économie, ça sera en quelque sorte la science, je pense que vous êtes d'accord, Monsieur Crescenzo, ça sera la science qui fait vivre les individus ensemble. La science qui dit, plus exactement la science qui permet de comprendre comment les individus vivent ensemble, par leurs échanges, par l'échange des biens, etc. Au XVIIIe siècle, le travail n'est pas encore glorifié. On considère simplement que c'est un facteur de protection des individus. Alors, il se passe quelque chose d'étonnant au début du XIXe siècle. Les textes philosophiques et politiques des Français, des Allemands, plus encore peut-être, font émerger le travail comme étant une sorte de liberté créatrice et un pouvoir transformateur sur le monde. Par exemple, la notion de praxis chez Marx. Enfin, ça commence avec Hegel, avec Marx, dans le socialisme français aussi. On considère que le travail est le noyau de la réalisation de l'homme. C'est cette activité qui contribue à son épanouissement décisif.
il y a un paradoxe qu'on peut lire chez Marx lui-même, c'est que c'est au moment où on essentialise le travail et où on en fait le summum de l'épanouissement de l'homme qu'on va connaître les conditions les plus épouvantables du travail. Ce que Marx a bien vu aussi. Ce qu'il n'a pas vu, c'est que dans son essentialisation du travail, d'une certaine manière, il pouvait donner des outils à ses adversaires, ou en tout cas, il restait dans une logique identique, la logique de la production, même s'il ne s'agit pas du tout de la même manière de produire et que ça n'a pas du tout les mêmes visées. Une preuve, le capital, voilà ce que dit Marx. C'est un passage très connu, vous connaissez peut-être. Notre point de départ, c'est le travail, sous une forme qui appartient exclusivement à l'homme. Une araignée fait des opérations qui ressemblent à celles du tisserand, et l'abeille confond par la structure de ses cellules l'habileté de plus d'un architecte. Mais ce qui distingue dès l'abord le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. Le résultat auquel le travail aboutit préexiste idéalement dans l'imagination du travailleur. Ce n'est pas qu'il opère seulement un changement de forme dans les matières naturelles, il y réalise du même coup son propre but dont il a conscience, qui détermine comme loi son mode d'action et auquel il doit subordonner sa volonté. Et cette subordination n'est pas momentanée, l'œuvre exige pendant toute sa durée, outre l'effort des organes qui agissent, une attention soutenue, laquelle ne peut elle-même résulter que d'une tension constante de la volonté. Elle l'exige d'autant plus que par son objet et son mode d'exécution, le travail enchaîne moins le travailleur, il se fait moins sentir à lui comme le libre jeu de ses forces corporelles et intellectuelles, en un mot qu'il est moins attrayant. Donc là, on comprend qu'il est en train d'essentialiser le travail, d'en faire l'activité spécifiquement humaine, contrairement à l'activité animale qui n'aura pas, qu'il ne qualifierait pas comme étant un travail. Et paradoxalement, c'est peut-être pour cette raison-là aussi qu'il mettra l'accent sur les formes d'aliénation des modes de production capitalistes. Mais en même temps, comme je vous le disais, il reste finalement dans la perspective de la production. Même s'il essaie de l'accorder au désir humain, ce qui est quand même méritoire. Son gendre sera finalement peut-être un peu plus conséquent, même s'il a une œuvre beaucoup moins importante, moins significative. Paul Lafargue, puisque lui, il va préconiser le droit à la paresse. C'est un petit livre que je vous recommande, c'est assez intéressant. Ça pourrait même... Oui, c'est un livre qui n'a pas perdu de son actualité. Enfin, il y a des choses qui sont contextuelles, mais dans l'état d'esprit, je trouve qu'il est intéressant. Donc à cette époque, le 19e siècle, où se développent les conditions les plus épouvantables du travail, en même temps, on essentialise le travail. Donc c'est pour ça qu'il va s'agir de le libérer, mais ça sera quand même encore du travail. Donc la fixation des énergies utopiques est tournée vers le travail, aussi bien que celle du pragmatisme du capitalisme, si vous voulez. Alors, Dominique Méda, à cette époque, se situe dans une perspective qu'on peut appeler social-démocrate. Donc, elle ne fait pas l'apologie du libéralisme, loin de là, mais enfin, elle se situe dans une perspective social-démocrate en montrant aussi les insuffisances de cette social-démocratie qui conserve au cœur de son idéal la croyance selon laquelle le travail va être quand même la forme privilégiée de l'épanouissement des hommes. Alors là, on rêve de coopération sociale, des sortes de collaborateurs associés, de producteurs associés. On pense que l'État a désormais un rôle qui est celui de garantir un taux de croissance toujours plus élevé et de faire l'effort aussi d'essayer de garantir le plein emploi, ce qui, dans les faits, sera démenti en permanence. Le travail
est alors pensé comme le système privilégié de distribution des revenus, des protections, des statuts. Vous avez un travail, ça veut dire que vous avez un revenu, vous êtes protégé socialement, et puis vous avez un statut, une reconnaissance, c'est important, on en a besoin. On conserve l'idée qu'il est épanouissant, mais on se rend bien compte que le plaisir du travail ne vient pas du travail lui-même, mais plutôt du pouvoir, disons, de la sécurité et du pouvoir de consommer qu'il procure. On a un revenu, on a un pouvoir de consommer. Donc, on finit par être empêtré à ce moment-là dans plusieurs dimensions qui sont finalement contradictoires. Si le travail est un facteur de production, on doit le rendre plus efficace. C'est l'efficience qui doit être visée. Donc ça veut dire que le facteur humain est secondaire. Et on comprend sa réduction dans cette logique. C'est totalement contradictoire avec l'idée qu'il devrait être une source d'épanouissement. Surtout d'épanouissement individuel. Et puis, il y a aussi quelque chose de contradictoire avec l'idée qu'il constituerait un pur système de distribution des revenus, des statuts et des protections. Donc vous voyez, il y a trois dimensions qui ne sont pas forcément compatibles et qui sèment la confusion dans notre représentation du travail. Parce que faut que tu gagnes bien ta vie pour avoir de l'argent, ça veut dire... Mais c'est aussi d'avoir un travail épanouissant. Oui. Déjà, c'est pas forcément compatible. Enfin, on peut espérer que ça le soit, mais dans quelques cas, certainement. Enfin, j'en sais rien. Je ne sais pas. Et puis, le discours derrière, le discours, on va dire, de l'économie orthodoxe, c'est la productivité. Et là, les autres facteurs. Parce que depuis qu'elle a écrit ce texte, ça n'a fait que devenir beaucoup plus terrifiant. Parce que maintenant que le travail constitue un moyen de protection individuelle, de garantie d'un statut, etc., c'est devenu absolument secondaire. Enfin, voire la logique néolibérale aujourd'hui, elle ne se préoccupe plus tellement de cela. C'est peut-être pour ça qu'il y aura peut-être du monde dans la rue, je sais plus, vendredi. Jeudi, pardon. Passons paix de jour. Alors, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une notion qui a été perdue dans le discours, c'est la notion de pleine activité ou de plein emploi, comme on disait. D'ailleurs, travail, activité, emploi. Hein, ça mériterait plein de nuances conceptuelles. J'ai pas le temps, excusez-moi. Ah oui, non, j'ai pas le temps du tout. Donc c'est pas la peine, mais on avait commencé à esquisser des distinctions de cette nature la semaine dernière. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin, mais Dominique Méda précisait à l'époque où elle avait écrit son ouvrage qu'elle n'était pas favorable à la notion de pleine activité ou de plein emploi. Parce qu'elle disait que c'est un bon moyen pour favoriser l'éclosion des emplois précaires. Et effectivement, ça a été un des effets pervers. Donc les emplois moins bien protégés. Et puis elle disait que ça ne permet pas de penser l'activité humaine dans sa diversité, et c'est là que ça va devenir intéressant et que je ne perds pas de vue notre sujet. C'est chez ceux qui font la promotion de l'idée de pleine activité, ça veut simplement dire plein emploi, plein travail. D'ailleurs, on ne fait plus cette promotion, on n'ose plus. Et heureusement, sinon, ça serait le comble du cynisme. Mais Dominique Méda veut dire quelque chose, c'est que l'activité humaine ne se réduit pas au travail. C'est peut-être la notion d'activité, finalement, qui nous permettrait de nous dégager de la question du travail, entendue dans ses formes les plus réductrices. On voit bien que les gens sont encore attachés à l'idée du travail, parce qu'on ne voit pas d'autres solutions, d'autres voies. Plus le travail manque, finalement, plus on se rattache à cette idée. Peut-être plus on contribue encore à le valoriser contre le cours des choses. Et plus il se raréfie, plus on continue à le glorifier. Il faut penser la notion d'activité dans
son intégralité, l'activité humaine dans son intégralité. Et là, la référence de Dominique Méda, c'est cohérent avec ce que je vous disais tout à l'heure, c'est Hannah Arendt notamment. Enfin, c'est Aristote, c'est Hannah Arendt. Elle s'inspire d'Hannah Arendt pour dire qu'on doit distinguer, c'est une classification de sociologue, on pourrait peut-être apporter des nuances, mais 4 grands types d'activités, pour essayer de faire simple. Les activités productives, qui bien sûr font partie des activités humaines, hein, on a toujours besoin de produire nos conditions d'existence ensemble, et on en aura toujours besoin. Mais c'est une des 4 sphères d'activité, ça veut dire qu'il y en a 3 autres, selon la définition en tout cas de Dominique Méda, inspirée d'Hannah Arendt. Les activités politiques, qui sont naturellement plus à même, peut-être même que le travail, de favoriser le lien social dont nous parlions tout à l'heure. Parce que les activités politiques, c'est quand même l'espace, normalement, où on débat de nos choix pour vivre ensemble. Chez les Grecs, j'ai insisté là-dessus l'autre jour, elle jouait un rôle central, alors que la production était considérée comme subalterne, comme étant une activité inférieure et réservée aux hommes qui n'étaient pas libres. Alors à quoi vous avez certainement eu envie de me dire, mais vous ne voulez pas reproduire l'esclavage, mais à quoi j'ai objecté par avance, nous avons les machines, donc c'est bon. On n'a plus besoin d'esclaves. Oui, on a les machines, là on va vers la robotisation. Vous voyez, l'évolution, ça a été mécanisation, automatisation, informatisation, robotisation, avec les délires, l'homme augmenté, le transhumanisme, on va peut-être tous aller sur la Lune, ou sur Mars plutôt. Et puis on va vivre indéfiniment. On va se faire rafistoler. C'est pas souhaitable. Et surtout, c'est un non-sens par rapport à la définition, enfin à ce qui me semble être la condition humaine elle-même, puisque c'est parce que nous sommes mortels que nous sommes vivants. Et c'est parce que nous sommes mortels que nous pouvons être moraux, que nous pouvons être esthètes. Sinon, si on est immortel, ça perd tout son sens. Bon, il y a quand même dans ces délires quelque chose d'assez étonnant. Bon, c'était une digression, excusez-moi. 3e sphère d'activité, je suis toujours dans la logique de mes sphères d'activité, les activités culturelles. Elles se sont, dit-on, beaucoup développées, effectivement. C'est-à-dire, c'est quoi les activités culturelles ? C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous allez dans une salle, puis on se retrouve, on parle. Enfin, pour l'instant, c'est moi qui parle. Mais on échange, il se crée du lien social, il y a des gens qui se rencontrent. Et puis en plus, il s'y passe des choses spirituelles. Et puis les activités privées, les activités familiales, amicales, amoureuses, c'est essentiel ça. Même s'il n'y a plus de famille, on s'en fout ça. Mais c'est essentiel. Alors vous allez me dire, on continue, il y a toujours des activités culturelles, il y a toujours des activités amoureuses, amicales, que sais-je, qu'est-ce que vous nous racontez ? Oui, mais il faut déjà reconnaître qu'elles sont relativement assujetties à la sphère de la production et de la consommation, parce que je relie production et consommation. Elles sont beaucoup déterminées par cette sphère-là. Quelqu'un qui n'a pas de statut social, il va avoir du mal à avoir une vie affective. Quelqu'un qui... Et puis il va peiner à aller à la maison, qui n'est plus de la culture. Il va y avoir du mal à se rendre à la maison parce que ça coûte cher. Ça a un prix, la culture. C'est taxé. Les activités politiques, n'en parlons pas. Quelqu'un qui est exclu... on n'imagine pas que quelqu'un qui vit dans la rue puisse être un citoyen actif.
la lutte pour la survie, bon, ça nous éjecte du monde. Et puis ceux qui travaillent beaucoup, ben c'est pareil, on leur dit de sacrifier leur vie familiale, etc. etc. Bon, ce que je veux dire, c'est que c'est pas si simple que ça. Alors, Dominique Méda dit que ce qui pourrait être une vie bonne, dans une société assez bonne, et là elle n'est pas utopiste, me semble-t-il, c'est une vie où on pourrait entendre à l'échelle de chaque individu la possibilité de l'exercice de toutes ces activités, justement. Voilà. Et puis d'une manière cohérente, pas forcément d'une manière fragmentée. Vous savez, ah, je rentre du boulot, ouf, c'est fini. Je vais pouvoir regarder, je sais pas quoi, une série. Donc la possibilité de l'exercice de l'ensemble diversifié des activités pourrait être, enfin, ça pourrait être un idéal politique, ça, de dire chaque individu devrait pouvoir au moins en droit avoir accès à tout cet éventail. Et peut-être que d'ailleurs le lien social serait meilleur, que la société serait plus viable. On peut le supposer. De toute façon, le seul lien économique n'a jamais suffi pour rendre une société harmonieuse, notamment parce que la focalisation sur le seul lien économique conduit les individus à privilégier l'égoïsme de leur intérêt, à la limite de l'intérêt de leurs proches, de leur sphère affective proche, et ne favorise pas du tout le lien social. Et il favorise aussi la dépolitisation. C'est dans les sociétés où on entre dans la religion de l'économie, de la croissance, de la productivité, qu'on désaffecte la question politique, justement. Parce que les visées égoïstes font qu'on n'a pas de temps à consacrer, je ne sais pas, au bien public. Et le lien politique, pourtant, c'est important. Et celui qui vous parle n'est pas tellement politisé. Hein. C'est vrai. Hein. Je peux le déplorer déjà pour moi-même. Bah ouais. Mais, parce que c'est quoi le lien politique? C'est le lien du débat sur nos visées communes. C'est important, ça. Pourquoi c'est... En quoi réside aujourd'hui la citoyenneté? Dans le fait d'aller voter une fois tous les quelques années. Pour ceux qui votent. C'est pas tout à fait ça, la citoyenneté active. Alors, on a des opinions. Alors, on va me dire, il y a eu des mouvements intéressants. Quelqu'un nous parlera, je crois, des Gilets jaunes. Oui, enfin, il y a eu des mouvements, il y a des choses qui se passent. Peut-être qu'on est dans une période transitoire. Peut-être qu'on est dans une période où nous sortons de la religion de l'économie, je n'en sais rien. Pour l'instant, en tout cas, les indicateurs ne le révèlent pas tant que ça. Même s'il y aurait des raisons de penser que ça devient absolument urgent. CF, les raisons écologistes, par exemple. Nous serions donc dans une religion de l'économie, c'est une hypothèse qui me semble valable. Il faut bien une religion après la religion, et en même temps dans la démission de la pensée politique. Ça peut être aussi la faute des philosophes, parce que ils avaient peut-être un rôle à jouer qu'ils n'ont pas su jouer sur ces questions-là aussi. Hein. Je ne sais pas. Bon, je vais passer sur mes développements sur l'État-providence, parce que sinon j'en finirai jamais. Disons qu'il y a un malentendu sur la notion de richesse, très certainement. Et c'est lié au fait que la science économique, c'était une idée de Malthus, il a voulu qu'elle soit quantifiable, qu'elle soit mathématisable. Et donc, le même Malthus qui disait que la richesse, c'est l'ensemble des talents, les hommes en bonne santé, les œuvres de Shakespeare,
a constaté que ce n'était pas très quantifiable tout cela. Et donc, dans un souci de scientificité, de mathématisation, la science économique, finalement, s'est focalisée sur les biens échangeables, les échanges. Et la richesse, la notion de richesse elle-même, a été associée aux échanges et progressivement au marché. Alors, ça dans un souci de progression aussi, hein, de la science économique. Mais ça veut dire qu'on a écarté beaucoup de choses. Si on ne prend en compte que ce qu'on peut vraiment compter, l'idéal après, ça devient le PIB, le PNB, enfin. Et on oublie ce qui peut faire la richesse d'un individu et ce qui peut faire aussi la richesse d'une société. C'est-à-dire, par exemple, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la santé, l'hygiène, le niveau de sécurité publique, donc l'absence de violence, le bas niveau de violence, le haut niveau d'éducation, les spectacles, les activités culturelles, associatives, le fait que les gens peuvent avoir une vie intime sereine, etc., etc. La capacité à être en paix, à faire la promotion de la paix ensemble, c'est ça, une bonne société. C'est pas une utopie, ça. Enfin, on a l'impression que ça le devient. Mais ça ne devrait pas être une utopie. Ici, on ne s'attaque pas à des choses inatteignables, a priori. Alors, on est d'autant plus sensible je pense quand même que les gens sont de plus en plus sensibles à ça, à cette question. Redéfinir la richesse, finalement. Redéfinir la richesse que nous possédons, la richesse humaine, la richesse environnementale. On est d'autant plus sensible à ça avec les menaces au dérèglement climatique et la manière dont nous traitons la planète. Mais de cela, nous aurions pu prendre conscience depuis longtemps, franchement. Il y avait des indices, enfin, il ne fallait pas non plus... on a l'impression de découvrir ça depuis 3-4 ans. Il faut arrêter les conneries. Bon, René Dumont disait des choses essentielles dans les années 70. Mais il y avait 10 chevelus pour l'écouter. Et quelques chauves. C'est parce que nous avons une mauvaise représentation de la société et de la richesse sociale que nous n'arrivons pas à trouver d'autres réponses à nos mots MAUX que l'augmentation du travail comme discours, que la croissance. Tiens, la crise des subprimes en 2000... alors, dites-moi. 2008. 2008, merci. Je vais dire 2007. Bon, 2008. On en est sorti, paraît-il, je ne sais pas si on en est sorti d'ailleurs, enfin, il semblerait qu'on en est sorti officiellement 2011, non ? Bon, enfin, je ne sais pas. C'était très intéressant d'écouter les économistes à cette période-là. Ils disaient, il va falloir qu'on change de paradigme. On s'aperçoit que le paradigme de la croissance ne fonctionne plus. Il faut qu'on change de paradigme. Dès qu'il y a eu un regain de croissance, pas très enthousiasmante à mon avis, enfin au regard de l'évolution de la société, j'ai pas trouvé que, bon, enfin, tout le monde n'a pas la chance d'habiter rue de la Barre, mais quand même, j'ai pas trouvé que la France s'enrichissait, enfin je sais pas, bon, je me trompe peut-être, mais et dès que les indices ont été à la légère amélioration, je n'ai plus entendu parler de ce changement de paradigme. On est reparti. Ça y est, la croissance repart. Ah ben on est sauvés. Et puis alors, l'augmentation du chômage va légèrement diminuer. Oui, parce que c'est ça le truc. Hein. Quand vous regardez la courbe du travail depuis les années 75, vous suivez mon doigt. C'est à peu près. Hein. Ça fait des trucs comme ça. Et puis ça n'arrête pas de monter. Il y a de moins en moins de travail, il y a de plus en plus de chômage. Mais de temps en temps, effectivement, l'augmentation du chômage diminue un petit peu. Et puis la croissance aussi. Et le pouvoir de consommation de 0, je sais pas quoi. Et le pouvoir de consommation. Ouais. Qui favorise le moral des ménages.
Alors, on s'est trompé déjà sur la tâche des entreprises. Parce que le rôle des entreprises, c'est pas de créer de l'emploi. C'est de développer des richesses au sens où on l'entendait tout à l'heure. Accessoirement, on avait réussi à articuler à un moment donné l'emploi et ses richesses. C'est de moins en moins possible pour les raisons sur lesquelles on ne va pas revenir. Avec la robotisation, ça va être pire que tout, logiquement. C'est une logique aussi, ça. Pourquoi vouloir penser que cette logique... Pourquoi vouloir... Enfin, je ne sais pas, c'est un discours étrange que de persévérer dans cette logique et de considérer que c'est la bonne logique et de continuer à dire que le salut est dans le travail. Et puis de toute façon, l'entreprise ne va pas réaliser le lien social à elle toute seule. Vous vous rendez compte que le modèle de l'entreprise a investi tellement de milieux où on s'est mis à utiliser le même jargon, une espèce de truc inaudible d'ailleurs. Une langue... je ne comprends pas. Et puis le système éducatif, on s'est trompé aussi sur son sens. Quand on a dit, les élèves sortent de l'école, ils sont incapables d'aller bosser. C'est donc que l'école ne leur a rien appris. Mais quand est-ce qu'on s'est mis à penser que l'école devait former des travailleurs ? Ça aussi, c'est quelque chose qui m'irrite profondément. J'ai le souvenir ému d'un jeune prof qui s'était suicidé, qui avait écrit un livre. Il s'était suicidé parce qu'il s'était rendu compte... Non, c'est pas lui qui s'était suicidé, pardon. C'était une élève qui s'était suicidée et il avait écrit un livre à la suite de ce suicide pour dire que devant l'incapacité dans laquelle elle était de trouver du travail, il avait senti l'impuissance de son métier. Ben, je trouve ça court, et je comprends qu'il ait été touché à titre personnel, mais ce que je veux dire, il n'est pas responsable de cela. L'école n'est responsable de rien, il ne faut pas exagérer. Elle est responsable, si, je vais revenir, d'autres choses peut-être, mais pas de cela. Elle n'est pas responsable de ne pas fabriquer des travailleurs. De toute façon, quand on voit le raffinement des machines, des automates et surtout des robots, et puis de l'informatisation d'une manière générale, l'école sera toujours à la traîne par rapport à ça. Et elle court bêtement, on met des ordinateurs dans toutes les classes et on est content. Ouais, bon, d'accord. Mais enfin, c'est pas... Dans toutes les classes, et puis progressivement, chaque élève avec un ordinateur de préférence. Mais c'est pas une voie... Enfin, je sais pas. Non, alors l'école où elle est fautive, en revanche, me semble-t-il, c'est justement de ne pas penser l'autre richesse. Si je pense qu'elle la pense un peu, je ne vais pas l'accabler. L'autre richesse, la seconde richesse définie, la richesse humaine. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait quand même orienter un petit peu son... Mais l'humanisme, hein, aujourd'hui, c'est pas encore quelque chose qui est très entendu. Hein. Alors, une nouvelle option qui s'appelle les humanités. Humanité, littérature et philosophie. C'est bien. C'est bien, ça. Ouais. Moi, je trouve ça très bien. Moi. Je trouve ça très bien. Bon, c'est dans une logique que je ne cautionne pas, mais néanmoins, l'existence de cette chose-là me paraît quand même intéressante. En fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, vous allez me dire. Je ne sais pas, je ne suis pas politicien, moi. Mais peut-être que déjà, il faudrait certainement, effectivement, repenser la redistribution du travail, parce qu'il en reste du travail. Mais il faut le partager. Il ne faut pas le confisquer. Mais ça, bon, c'est la mise en œuvre de réflexions économiques qui me dépasse, hein, et que je ne prétends pas assumer. La redistribution du travail, mais l'autre aspect qui m'intéresse, c'est de repenser le temps, et c'était l'objet du propos initial, c'est-à-dire ne pas penser ce temps séquencé, saucissonné, qui finalement
fait que nos existences, on passe d'une activité à une autre activité, et puis que ça n'a pas tellement de cohérence. L'objet de la première séance, c'était de dire que le temps, c'est peut-être une question intime. Alors la nécessité sociale a toujours imposé au temps, c'est toujours imposé, disons, sur cette question intime. Il y a toujours une nécessité sociale, quelle que soit la forme d'organisation sociale. Mais notre civilisation est plus violente à cet égard, me semble-t-il, parce que elle rend vraiment difficile l'harmonisation de l'intime et du social. La soumission au temps productiviste, néolibéral, financiariste, avec le dogme absurde de la croissance illimitée par la production effrénée de biens toujours davantage consommables, c'est quelque chose qui soumet notre rapport au temps à la folie. Et ça génère, paradoxalement, l'angoisse du temps libre. Parce qu'on est dans une frénésie de production et de consommation qui nous effraie par rapport au temps libéré. Alors, pourtant, le développement exponentiel des technologies a globalement, conduit globalement à libérer le temps. Mais ce qu'on a alors, c'est un temps plein de bruit, plein de sollicitations, plein de distractions. Enfin, j'entends pour ceux qui ne sont pas exclus de la possibilité de se distraire. On est saturé d'informations, contradictoires d'ailleurs assez souvent. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas soif de sens, mais on ne voit pas par quel bout aborder la question. On est dans un tourbillon incessant d'obligations, de comptes à rendre, d'évaluations à faire, d'obligations, d'exigences, des tâches à terminer, des projets à élaborer. Ça, les projets, il faut avoir des projets. C'est le truc. Et puis il faut mettre de l'ordre dans ses affaires. Enfin, moi, il y a tout un tas de choses qui sont extrêmement administrativement, enfin, à tous les niveaux, très contraignantes. On se précipite d'une activité à une autre. J'ironisais sur l'agenda surbooké des retraités. C'est un des remarquables paradoxes. Mais les agendas sont relativement surbookés, dit-on. Noircis. Et ça veut dire que dès qu'on a un petit peu de temps libre, qu'est-ce qu'on en fait? On se précipite pour chercher une activité pour le remplir. Alors, même une activité culturelle, il y a des consommateurs de culture qui sont des consommateurs de culture. Ils ne veulent pas en rater un truc à la maison. Parce que bon. Alors on sent confusément que la vraie vie est ailleurs. C'est Rimbaud qui dit ça. Ailleurs que dans nos emplois du temps surchargés. Mais on a un malaise toujours qui est lié au fait qu'on a l'impression que le temps est compté. Notre temps est compté. Le temps n'est pas compté. Le temps est précieux. Et puis ça peut être un temps de disponibilité. Être disponible à l'autre qui me sollicite, par exemple, c'est pas mal. Il faudrait réussir à adhérer, si vous voulez, aux tâches à effectuer. Mais ça exige évidemment qu'on change de modèle, comme je le disais tout à l'heure. Ce modèle ne le permet pas. Alors on peut espérer finalement que de ces perspectives de collapse, d'apocalypse, sorte quelque chose de neuf. Je pense qu'on va être obligé d'avoir une pensée qui articule justement cette question de l'activité humaine avec la question les questions environnementales et les mutations dans notre représentation des choses que cela réclame. Je crois que ce qui, encore un petit défaut de l'école me semble-t-il, mais ce n'est pas c'est pas une généralité, mais c'est de ne pas avoir assez insisté sur la créativité artistique.
Parce que voilà une activité qui peut conduire à justement produire quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la production au sens où nous l'avons entendu dans ce développement. Parce que ce n'est pas la production en elle-même qui est contestée par ce que j'exprime, c'est plutôt le fait que de la production, on a dérivé vers un principe de productivité permanente et croissante. Et puis l'intérêt des activités artistiques, c'est que c'est quand même le modèle de la sublimation et que ça permet d'orienter, relâchement sous contrôle, d'orienter notre énergie vers autre chose que vers l'agressivité. Donc c'est pas mal non plus, au niveau du lien social. Alors, est-ce qu'une vie de l'esprit est encore possible? Est-ce qu'on peut sortir du malaise dans la civilisation seulement par les nourritures spirituelles? Là, on voit que l'éducation a un rôle extrêmement important à jouer. Je dirais d'abord que la solution, elle est en chacun. C'est à chacun peut-être de faire ce travail sur soi-même pour considérer sa propre existence. Mais il y a aussi des solutions, certainement, enfin des choix politiques différents à adopter, mais ça dépend de beaucoup de paramètres. Des choix éducatifs, une pensée de l'éducation, je pense. On occulte ça quand on parle de demain et des enjeux de demain. Je n'entends pas dire qu'il faut aussi que la pensée de l'éducation évolue, et ça me paraît extrêmement important. C'est là-dessus que je vais terminer. Si effectivement, comme le disent certains, la beauté nous rend meilleurs, ce que j'aurais tendance à croire, on va faire un sondage. Non, je ne vais pas faire un sondage. Mais, je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui pensent que la beauté nous rend meilleurs. Je pense que, et je dis souvent à mes élèves, vous avez des yeux, vous avez des oreilles, vous avez un nez, etc. Vous avez des capacités perceptives. C'est déjà ça qu'il faut commencer par éduquer. Parce que c'est ça qui nous, je pense, qui nous reconnecte sur le monde. Notre vision de l'éducation, de la scolarité est très idéaliste et très intellectualiste. Elle valorise les mathématiques, les idéalités pures. Elle valorise dans la philosophie beaucoup plus la pensée majoritaire en Occident qui est intellectualiste, d'influence platonicienne. Vous me contredisez si vous me contredisez. Je vais terminer simplement par une petite lecture. Un texte que je donne souvent à mes élèves, et plutôt vers le début de l'année, qui est un texte de Nietzsche. Vous allez dire, celui-là, oui. Celui-là m'a beaucoup nourri. J'avais même affiché dans ma salle ce texte, de manière à ce que quand il passe, à un endroit où il passait systématiquement, puis jeter un œil. Afin de demeurer fidèle à mon tempérament, qui est foncièrement positif, et qui ne se livre à la critique et à la contestation qu'indirectement et à contre-cœur, je m'empresse d'exposer les 3 tâches pour lesquelles des éducateurs sont indispensables. Il faut apprendre à voir, il faut apprendre à penser, il faut apprendre à parler et à écrire. Bon, Nietzsche n'est pas un écrivain très rigoureux et il va faire un beau développement sur il faut apprendre à voir, un tout petit développement sur il faut apprendre à penser et puis laisse tomber le reste. Mais c'est pas grave. Le but, mais c'est d'abord apprendre à voir, c'est la première des choses. C'est un ordre qui est un ordre chronologique. Le but de ces 3 disciplines est une culture raffinée. Apprendre à voir, habituer l'œil au calme, à la patience, à laisser les choses venir à lui, à suspendre le jugement, apprendre à faire le tour du particulier et à le saisir dans sa totalité. C'est là l'école préparatoire élémentaire à la vie de l'esprit. J'aime beaucoup cette idée que
l'éducation à la vision, l'éducation à la perception et l'école préparatoire élémentaire à la vie de l'esprit. Tout d'un coup, on n'est plus un corps et une âme. Ne pas réagir immédiatement à toute sollicitation. Alors là, il n'y a rien à dire. Mais savoir jouer des instincts qui retiennent et isolent. Apprendre à voir, au sens où je l'entends, c'est presque avoir ce que le langage non philosophique appelle la force de volonté. Ce qui est essentiel, c'est ici de ne pas vouloir faire quelque chose, de savoir suspendre sa décision. Toute attitude antispirituelle, toute vulgarité, vient de l'incapacité de résister à une sollicitation. C'est fort, ça. Dans un monde où nous sommes sans cesse sollicités, et où on nous dit que si on est sollicité, c'est qu'on est vivant. On est contraint de réagir, on obéit à chaque impulsion. Alors, on est un petit peu comme des animaux, là. Dans bien des cas, une telle contrainte est déjà un signe de maladie, de décadence, un symptôme d'épuisement. Presque tout ce que la grossièreté non philosophique définit par le mot vice n'est que cette impuissance physiologique à ne pas réagir. Conséquence pratique de cette éducation de la vue. Par la suite, lorsqu'on devra apprendre quelque chose, on deviendra lent, méfiant, réticent. On laissera approcher tout d'abord avec un calme hostile tout ce qui est inconnu et nouveau. On en retirera prudemment la main. Être ouvert à tous les vents, se prosterner obséquieusement devant chaque petit fait, cet empressement à se jeter sur les autres et sur tout ce qui est autre, bref, la fameuse objectivité moderne, relève du plus mauvais goût. C'est par excellence le contraire de la distinction. Merci de votre attention. Le crépuscule des idoles. Ah, ça c'est bien, si vous voulez commencer à lire Nietzsche, il faut commencer par celui-ci parce que c'est là que vous avez le condensé de beaucoup de choses que j'ai développées par ailleurs, mais c'est un de ses derniers ouvrages et il est petit et il y a beaucoup de choses. Je conseille aux gens qui veulent lire Nietzsche de commencer par le crépuscule des idoles. Bien entendu, vous avez certainement des questions, parce que j'ai dit des choses qui étaient certainement excessives. Moi, j'ai envie de dire que par rapport à cette proposition de Nietzsche, qui est extrêmement vigoureuse et tout à fait interpellante, il est quand même encore dans le système occidental qui sépare beaucoup le corps de l'esprit, parce que voir, c'est quand même un sens de la distance. Il ne parle pas des autres sens qui nous permettent de percevoir la réalité, de prendre ce temps de suspension. Oui, mais je pense qu'il faut apprendre à voir dans le sens apprendre à percevoir. Je pense que c'est il utilise la vision comme le modèle de la perception. Hein. D'ailleurs, les poètes disent qu'il faut apprendre à voir. Enfin, le poète doit se faire voyant, Rimbaud. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. Et je ne suis pas d'accord quand vous dites qu'il reste tributaire d'un modèle occidental qui séparait le corps et l'esprit, puisque justement c'est la perception qui est l'école préparatoire élémentaire à la vie de l'esprit. C'est-à-dire que j'apprends à discerner, et le discernement, avant que d'être un discernement intellectuel, est un discernement par les sens. Et disons, le sens qui discerne bien, effectivement, c'est la vision. Oui. Les sens sont remis. Ah oui, les sens sont remis à l'honneur. Pas trompeurs, pas les sens trompeurs. Oui, on ne commence pas en disant les sens nous trompent, alors donc on va. Ça, c'est Descartes, c'est Platon, c'est Descartes, qui commence toujours par une contestation de la sensibilité. Pas forcément pour l'abandonner totalement, il ne faut pas tomber dans les simplismes. Mais en tout cas, et c'est la pensée occidentale qui est comme ça, mais elle a vraiment valorisé ce que Platon appelait l'intelligible. Et moi je trouve que cette culture
des mathématiques et de la philosophie idéaliste. Alors là, je dis quelque chose qu'a exprimé un homme que j'ai trouvé détestable, qui s'appelle Claude Allègre. Mais il avait dit quelque chose d'un peu juste là-dessus, quand même. Bon, on va le reconnaître, hein, même aux ennemis, il faut savoir reconnaître des qualités. Hein. Il fait un exécrable ministre de l'Éducation. Mais il avait dit cette chose assez juste, c'est qu'effectivement, nous étions dans une culture, et en France particulièrement, qui valorise à l'extrême les idéalités pures. Donc, ça veut dire qu'il faut être... Il faut être quelqu'un qui est capable de s'élever vers les abstractions pour réussir. Réussir. Bon, j'ai employé un verbe qui lui-même est ambigu. Moi, je suis toujours mal à l'aise avec ce rejet de l'Occident comme ça, massif. Et ça me met mal à l'aise. Là, ce que j'ai entendu me met assez mal à l'aise. Ce que j'ai entendu sur le travail m'a mis mal à l'aise aussi. Donc je fais part de ce malaise. Oui. Parce que allons au jardin et travaillons. Chaque matin, je me mets cette enclume qui est mon bureau. Ça, c'est Kant, hein, cette phrase-là. Qu'est-ce qu'être normal? C'est aimer travailler. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que la philosophie sans travail philosophique? Mais ça n'a pas de sens. Oui, alors. Donc, après, non, mais je vais aller au bout de mon malaise juste pendant 2 minutes. Arendt, sociologue, je ne sais pas depuis quand, hein, personnellement, mais j'aurais au moins appris ça, qu'elle avait une formation sociologique. Non, j'ai parlé de Dominique Méda. Et j'ai bien entendu. Arendt n'est pas sociologue, elle est philosophe. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est bon, mais là, je ne crois même pas, je suis désolé, mais je ne crois même pas avoir prononcé le mot, sinon c'est un lapsus ou une erreur. Alors c'est un lapsus, hein, mais... Tout est filmé, hein. Tout est filmé, on pourra vérifier, mais... On pourra vérifier, mais peu importe. Et sur ce plan, c'est... Bon, on n'est pas là pour un combat de coq entre savants. Non, mais c'est pas la peine d'éluder la question, je veux dire. Le malaise, d'accord, mais on n'est pas là pour faire un combat de coq entre savants. Mais c'était simplement parce que j'avais été très surpris d'entendre ça, donc puisque c'est... Je ne crois pas l'avoir dit, mais bon. Mais précisément sur la question du travail, la question, moi j'ai été bouleversé à l'époque quand j'ai découvert le même texte, celui sur une société de travailleurs sans travail était ça, c'est tout à fait... On est tout à fait d'accord et je pense qu'on peut le prolonger en disant c'est une société de consommateurs sans consommation. Mais je pense que on peut faire cette analogie-là parce que Arendt a une définition du travail qui est très claire et qui est précisément celle de la production et de la production de ce qui est nécessaire. Mais elle distingue aussi avec l'œuvre et avec l'action. C'est bien ça quand même qui est tout à fait important. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il me semble quand même qu'une réhabilitation du travail est tout à fait présente à partir du moment où elle est autre chose, où le travail est autre chose qu'une tâche. Oui. Et autre chose que... Mais en fait, c'est pas malentendu, on est d'accord. C'est d'accord quand même. Bah oui, on est d'accord, c'est le sens de tout ce que j'ai voulu exprimer. Oui, c'est bien ce que je veux dire, mais c'est bien pour ça. C'est bien pour ça quand même que l'utilisation du terme travail est quand même toujours sur ce registre qui est une collusion avec la tâche, avec la productivité, avec le salariat. Moi, c'est ça qui m'a mis mal à l'aise. C'est malheureusement l'acception contemporaine, et donc on est obligé de... Je souscris entièrement, et je pense que c'est ce que j'ai voulu montrer justement. C'est pour ça que j'ai dit que peut-être fallait sortir de ce terme qui soulève, qui porte avec lui trop d'ambiguïté. On ne sait plus de quoi on parle. Alors là, on est en train de... J'ai essayé de faire des clarifications, visiblement elles n'ont pas été bien entendues, mais on veut dire la même chose, me semble-t-il. J'espère. Mais moi, je serais plutôt... La seule différence, c'est que je serais plutôt pour qu'on ne parle plus du travail, dans le sens, justement, où il y a trop de malentendus, qu'on parle d'autre chose. Peut-être l'activité, justement. Oui, mais alors, mais je veux pas monopoliser. Pour ça, c'est pas très grave. Mais juste pour finir, parce qu'il y a quand même l'idée de l'effort. Hein. Oui, mais quand je dis qu'il y a des valeurs dans le travail, l'effort est une valeur. Mais oui, mais bon, en même temps, c'est cette prof dont je me souviens qu'elle dit, il faudrait peut-être qu'on redonne aux élèves
le sens du travail, le sens de la valeur du travail. Oui, mais si c'est pour leur dire en même temps le travail social c'est ça, on vous met la pression parce qu'il faut vous orienter, etc. On maintient la confusion. On maintient la confusion. Le goût de l'effort, oui, sans trop faire la morale quand même. Le goût de la paresse aussi. Il faut l'équilibrer par le goût de la paresse. L'effort est un plaisir, normalement. Si c'est un effort sur l'œuvre, si c'est purement... S'il est consenti. S'il est consenti, oui. C'est une nécessité, on peut pas travailler, enfin j'arrive même pas à comprendre. Mais je n'ai pas dit le contraire. Je veux dire, la philosophie c'est des livres de sueur, c'est rien d'autre que ça. C'est la vie artistique, c'est de la sueur. Mais c'est pour ça que ce sont des modèles que j'ai valorisés justement, parce qu'ils maintiennent un principe de créativité. On est parfaitement d'accord. C'est aussi de la joie, c'est aussi ce que c'est pas, enfin, il n'y a pas d'effort sans. Il n'y a pas d'effort sans but et sans joie, et il y a un moteur. Mais on est bien d'accord, qu'on soit la joie si on veut, ouais, on peut appeler ça la social. En fait, non, mais ce que je comprends mal, c'est pour ça que ce que je comprends mal, c'est présenter quelque chose comme un malentendu alors que je ne vois pas le profond des accords. Parce qu'au fond, on peut distinguer l'emploi et le travail, et oui. Dans beaucoup d'emplois, on ne travaille pas. Mais on pourrait faire... faire... Priot qui dit l'emploi nous empêche de travailler. Oui. Il y a beaucoup d'emplois dans lesquels... Des emplois occupationnels, par exemple, mais qui vont... qui sont en train de disparaître. Mais on aurait pu distinguer le métier, par exemple, de la profession. Moi, j'aime pas tellement qu'on me dise de me comporter comme un professionnel, alors que je dis je suis un artisan et je fais un petit métier. Par exemple, on pourrait faire beaucoup de nuances. Par exemple, en italien, c'est un operaio. L'œuvre, ça réfère à une œuvre. Mais même le mot ouvrier. L'ouvrier, et même en français, même en France, je veux dire, au Moyen-Âge et un peu après, je veux dire, le travailleur, celui qui produisait, ou pas forcément l'artisan, mais je veux dire, globalement, c'est quelqu'un qui produisait quelque chose qui avait un sens et qui apportait quelque chose. Donc après, dans les différentes définitions qu'on peut avoir, ou les traductions d'un ouvrier, alors qu'aujourd'hui, quand on dit un ouvrier, c'est dans la conscience et dans la pensée, c'est un ouvrier professionnel, c'est quelqu'un qui n'a justement pas de qualification. Un ouvrier aujourd'hui est quelqu'un qui n'a plus de qualification, globalement. Donc on peut automatiser le travail, presque. On l'automatise et il est remplacé effectivement par des robots, alors qu'effectivement le travail était vraiment une œuvre définie. Alors après, on est payé ou pas, ça prend plus ou moins de temps, on le fait tout seul ou on le fait au sein d'une communauté, mais ça avait réellement un sens. Mais là, je voudrais juste rajouter quelque chose là, sur le travail, c'est qu'en fait, vous en avez un peu parlé, c'est toute la notion du travail salarié, du salariat. C'est vraiment ça pour moi qui est le principal problème dans la civilisation dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que autant c'était fin du 19e siècle un intérêt, je dirais effectivement, de basculer sur une société du salariat, puisque c'était une protection, alors on ne parlait pas encore du statut, pas encore du revenu, mais il y avait quand même une protection qui en amont a été quand même fondée, élaborée par des luttes sociales, par les aspects aussi de la mutualisation, enfin des mutuelles, des coopératives, des caisses, des bourses du travail, tout ça, je veux dire, c'est concomitant dans les années 1860, 70, 80. Donc une véritable avancée, parce qu'avant, il n'y avait pas de salariat, il y avait simplement une espèce de droit commercial qui s'imposait. Je veux dire, les ouvriers, il n'y avait pas de revenus garantis, il n'y avait rien. Donc le salariat a été quelque chose de très utile pendant un certain nombre d'années, un certain nombre de décennies, mais qui est devenu aujourd'hui, alors sans rentrer dans les détails, on l'a un peu abordé, mais aussi il faudra aller un peu Il y a des belles émissions sur Arte là-dessus. Oui, sur le travail. Et donc là, c'est ce qui a complètement fichu, je veux dire, dans une espèce de mondialisation, une espèce de libéralisation d'un capitalisme toujours outrancier, qui a justement profité du salariat pour justement aller là où il va. Il a perverti la vocation sociale de la chose. Oui. Alors qu'hier, effectivement, le salariat était une quasi-nécessité, je veux dire, pour ne pas mourir, pour que la société puisse se faire. Oui, tout ça est exact. J'ai bien conscience qu'en plus, c'est un sujet qui réclamerait
Des heures et des heures. J'ai juste suivi une idée on va dire régulatrice par rapport à la question du temps. Mais... Oui, alors, je voulais poser une question, mais j'ai envie de rebondir sur ce que monsieur vient de dire, juste très brièvement, en disant que, me semble-t-il, il n'a fallu que peu d'argent en plus dans le salariat pour obtenir l'adhésion et, avec toutes les connotations que ça a sur le plan historique, je dirais la collaboration d'un grand nombre de salariés au système, qui est fait pour les détruire et leur vendre des cochonneries. Il n'a pas fallu beaucoup de choses pour faire passer les enfants de ceux qui étaient des militants syndicaux, des militants politiques, des gens qui réfléchissaient pour ou contre, à une adhésion sans mélange à ce système qui leur permet tous les samedis d'aller pousser leur caddie au supermarché. Et pour en venir à ce qui était le sens de la question que je voulais poser personnellement, c'est j'avais envie de prononcer un gros mot qui n'a pas été au cours de la conférence, même si... J'en ai prononcé quelques-uns. Oui, et puis des éléments l'ont inféré. Le gros mot, c'est c'est hiérarchie. Et l'esprit de hiérarchie. Si l'école, si l'étude, si le goût et la formation du regard sont si importants, c'est parce qu'ils permettent d'apprendre à juger par soi-même d'une chose et d'une autre avec un esprit de hiérarchie. J'aime ceci, j'aime moins cela. De hiérarchisation, je dirais. Oui. Oui. C'est-à-dire d'évaluation. Le choix. De choix, oui, tout à fait. Et donc, l'intérêt de ça est évident pour produire des jeunes gens qui sachent penser par eux-mêmes et se déterminer librement par eux-mêmes et ne pas être les otages des produits qu'on veut leur vendre et du modèle de société dans lequel on veut qu'il fonctionne. Le problème où l'on achoppe, me semble-t-il, c'est l'idée que la démocratie ne fonctionnera que lorsque tous les citoyens sont des aristocrates. Et là, le mot d'aristocrate a été prononcé. Oui, c'est une bonne conclusion. Je dis ça parce qu'il est 8h30 et je crois qu'on atteint le temps limite. On se retrouve on vous propose de se retrouver la semaine prochaine, et c'est donc François Touchard qui fera. Je te laisse, François, rappeler le titre de ton intervention des deux mardis soir prochains. Alors, ça sera sur les origines de l'État. Donc, je vais revenir sur Hobbes et Rousseau, mais à partir d'auteurs contemporains, à partir de l'anthropologie contemporaine. Les anthropologistes anarchistes. Je vais revenir sur Rousseau, en fait. Voilà. C'est un prétexte pour parler de Hobbes et Rousseau. Enfin, voilà.